finale. Les gars, nous avons un invité de prestige. Il a brillé en Ligue des Champions cette année. Il paraît qu'il a également brillé au poker ces dernières heures. Il brille partout. C'est un soleil. Partout où il va, il brille. On ne sait plus quoi penser de lui. Éric Roy est avec nous. Bonsoir. Bonsoir messieurs. C'est pour ça qu'ils veulent que je reste à Brest. C'est pour que le soleil continue. Effectivement, c'est pas Il Nice. a réussi à leur amener le soleil même à Brest. Ouais, pas sûr. Ça dépend. Ça dépend. Bon, on va évidemment parler de Brest avec Eric dans quelques instants et des sujets du moment. Mais d'abord, en effet, le direct, c'est Metz-Reims. Match aller de barrage de maintien ou d'accession en Ligue 1. Patrick Muller est sur place à Saint-Symphorien. Bonsoir Patrick. Salut Gilbert, salut tout le monde. C'est parti depuis un petit peu plus de 3 minutes et 0-0 bien sûr dans ce stade Saint-Symphorien qui a fait le plein. 27 411 billets très précisément ont été vendus pour l'acte 1 effectivement de ce barrage entre Metz qui arrive le vent dans le dos grâce à sa victoire en toute fin de match contre Dunkerque à l'occasion des playoffs 2 et puis cette équipe de Reims qui a vécu une soirée apocalyptique samedi en s'inclinant à Lille et en voyant Le Havre s'imposer au bout du temps additionnel sur la pelouse strasbourgeoise et les Rémois donc qui sont barragistes. Attention à cette première tentative des Champenois qui est passée largement au-dessus. Un tifo plutôt drôle tout à l'heure dans la tribune Est du Stade Saint-Symphorien. Voilà, les supporters messins qui ont de l'humour, qui ont déployé un ascenseur avec un supporter du FC Metz à l'intérieur. Ascenseur évidemment entre Ligue 2 et Ligue 1. Et le message suivant était adressé à un supporter de Reims. Priorité aux habitués, puisque effectivement Metz, oui, pas mal. d'ailleurs Metz est relégué cette saison en Ligue 2 après être descendu à l'occasion justement des barrages la saison dernière, battu par l'AS Saint-Étienne. Les Messins qui pour l'instant essaient de construire mais ont un petit peu de mal à se projeter. Un peu moins de 5 minutes et 0-0 dans ce match aller des barrages entre Metz et le Stade de Reims. Merci, à tout à l'heure. Je précise que d'ici minuit, on reviendra bien sûr sur la liste du jour de Didier Deschamps. Cherki a été appelé, Kaloulou également. Bref, on fera tout ça ensemble tout à l'heure avec Walid Acharchour notamment, Sofiane Zouaoui qui nous rejoindront un petit peu plus tard. Et Julien Laurence aussi pour l'Europa League. Vous saurez tout du match avant le coup d'envoi à 21h de Tottenham Manchester United. Eric, c'est les vacances ? Gilbert. Eh oui, c'est les vacances, bien sûr. Oui, on essaie d'en profiter un peu. La saison a été. C'est-à-dire que là, tu décroches complètement ou tu as quand même le club au téléphone un peu sur du mercato Non, mais nous, le mercato, c'est toujours très tranquille. J'ai l'impression d'ailleurs que vous étiez en vacances même le week-end dernier. Je dois le dire, c'est un peu l'impression que j'ai eue, à part le premier quart d'heure qui était plutôt pas mal. Mais après, c'est vrai que il y a eu ce premier but et puis après, derrière, tout de suite, on a pris le deuxième et après, ça a été un peu l'avalanche. Eric, et là, tu es là, on l'a dit, pour un week-end, semaine de poker. On parlera de ta perf peut-être en 2 minutes tout à l'heure, qui est assez extraordinaire d'ailleurs. Cette saison, elle a été complètement folle, intense, Ligue des Champions et tout. Quand tu es là, que tu dis je décroche, tu as des choses qui te reviennent ou ça y est, elle est un peu derrière toi la saison. Comment tu te retournes sur tout ce qui s'est passé à Brest depuis 1 an maintenant ? Je suis obligé d'y retourner sans cesse parce que les gens... on parle tout le temps, quoi. T'en as parlé à table là ? Dès que je croise des gens, oui, parce qu'on me félicite, on dit on vous a suivi. Bon, mais des gens qui ne sont pas du tout supporters ou bretons ou supporters de Brest. Parce que je crois que cette équipe, elle a touché quand même un petit peu le cœur des Français, des gens qui aiment le foot tout simplement. Et c'est ça en fait la plus grosse satisfaction, parce que après derrière. Malheureusement, on n'a pas gagné de titres et on ne gagnera pas de titres. Mais bon, en tous les cas... Oui, l'aventure, elle a plu aux gens. Ouais, c'est ça. L'aventure, je crois qu'elle a plu aux gens. Nous, dans l'after, toute l'année, on s'est régalé. On disait c'était frais, inattendu. L'esprit, je pense, a plu aux gens aussi. Donc, et c'est vrai que nous, c'est quelque chose qu'on doit cultiver. Parce que sans état d'esprit, sans esprit d'équipe, sans un collectif fort, on aura du mal à continuer à exister, quoi. Je crois savoir, on m'a rapporté, il y a quand même à la table de poker quelqu'un qui a discuté avec toi. Et vous, qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Oui. Non, mais bien sûr. Ça... foot, bien sûr, ça arrive. Alors après, il y a des fois, il y a des gens, au bout d'une demi-heure, ils disent « Ah, je vous ai remis maintenant. » Parce que j'ai le contexte. Les gens ne t'imaginent pas dans ce contexte-là. Ah oui. Voilà. Et cette histoire justement d'état d'esprit, d'équipe qui a plu au public. Bon, alors il y avait la Ligue des Champions qui forcément dans ces cas-là rapproche encore plus du public. Là, il va plus y avoir de Coupe d'Europe.
il va y avoir uniquement le championnat, un match par semaine, ça va devenir un petit peu plus banal. Une routine, ouais. Qu'est-ce que Brest peut encore faire, Eric ? En début de saison, qu'est-ce que tu vas dire à tes joueurs ? Refaire comme il y a 2 ans, peut-être. C'est pour ça que je suis obligé, quand tu me poses la question tout à l'heure, je suis obligé de dire oui, j'y repense parce que les gens m'en parlent, les gens me... mais en même temps, moi, c'est vrai que j'ai tourné la page. Parce que tu es obligé de te projeter sur autre chose et tu es obligé de... Si tu reviens avec... et c'est ce que j'avais déjà dit aux joueurs l'année dernière quand on a préparé la saison. On venait de finir 3e du championnat un mois avant, mais je leur avais dit maintenant, très bien, mais c'est derrière nous, quoi. Je veux dire, il faut repartir. Et donc après, on a vécu cette saison-là qui a été, on va dire, très bonne, quelque part. Parce que finir 8-9e, et par rapport à ce que tout le monde nous voyait un petit peu en grande difficulté par rapport à ce qui nous attendait, et notamment même certains qu'on pouvait descendre parce qu'effectivement... Oui, les 2 matchs par semaine, la fatigue, donc voilà, et puis une équipe aussi moins forte que l'année d'avant, parce que quoi qu'il arrive, quand tu perds Pierre Lesmelou, locaux, de ton Steve déjà pour les 6 premiers mois de la saison, Brassier qui était pour nous un joueur important parce qu'il y avait une bonne complémentarité avec Chardonnay, Mounier, enfin même si on a réussi à bien le remplacer avec Ludovic Ajorc, donc une équipe effectivement qui était à reconstruire, donc voilà, il y avait pas mal d'incertitudes, d'interrogations, et ça sera encore le cas cette année, et notre travail à nous, moi, le staff, c'est effectivement d'essayer de pouvoir garder cet état d'esprit qui nous permet effectivement de pouvoir de temps en temps battre des équipes qui sont mieux armées, qui ont un meilleur effectif, qui ont plus de moyens. Mais voilà, d'exister, on l'a fait, de faire une très bonne saison. Cette année, même avec ce qu'on a vécu, à 4 journées de la fin, on n'était pas très loin de pouvoir concurrencer même les équipes qui se battaient encore pour la Ligue des Champions. Malheureusement, il y a eu ce match de Lens qui nous a un peu condamnés avec une décision arbitrale très 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 particulière. Mais bon, à l'arrivée... tu croyais encore, je veux dire, vers la fin de saison, encore à 4 journées de la fin, tu te dis, les gars, il y a vraiment un truc à faire. Pas à 4 journées, mais avant de recevoir Lens, si on les battait, effectivement, il y avait encore la possibilité. Il y avait un autre truc, c'est que si Lyon se fait sortir des Coupes d'Europe, peut-être qu'il y avait le 8e qui était peut-être repêché. Avec Paris, etc., même le match à Marseille, j'étais au Vélodrome, j'ai pu en parler avec quelques joueurs. Il y avait quand même cette volonté, pourquoi pas, et c'est vrai que le début de match que vous faites au Vélodrome est dans ce sens là aussi, cette volonté de tout jouer jusqu'au bout. Moi, la question que je voulais te poser, Eric, c'est si tu fermes les yeux, la première image qui te reviendrait cette saison, c'est automatiquement un match de Ligue des Champions, c'est le Montjuic, c'est le Real, c'est... Ouais, forcément, parce que pour un club comme Brest qui n'est pas du tout calibré pour ce genre de compétition, c'est même pour toi, parce que c'était exceptionnel. Et même pour moi, qui un peu sort de nulle part, quoi, parce qu'il faut bien reconnaître, si tu replonges 2 ans et demi en arrière, il n'y a pas un président de club, pas un directeur sportif de club qui peut avoir l'idée de m'appeler pour faire travailler son équipe, en tous les cas pour entraîner son équipe. Donc quelque part, il est évident que la Ligue des Champions, la musique, c'est un peu bateau tout ça, mais ça fait quelque chose. Mais c'est bien quand même. Ouais, c'est sympa. Ouais. Mais alors justement, ton parcours, parce que c'est vrai que on t'avait un peu oublié en fait. Enfin, le monde du foot t'avait un peu oublié. Alors t'étais t'étais consultant RMC, donc ça c'était la classe quand même. On a fait quelques soirées Europa League ensemble. Non mais je veux dire, à des fonctions effectives dans des clubs. Et là maintenant, là t'es parti pour une nouvelle carrière, parce que même si demain ça s'arrête avec Brest, on peut imaginer raisonnablement que tu auras des sollicitations. Donc c'est finalement une sorte de deuxième vie inattendue. Ouais, c'est vrai, et avec le regret d'avoir perdu à 10 ans un petit peu. Parce que c'est vrai que si on regarde bien, mon parcours déjà à Nice, quand j'avais repris l'équipe alors que j'avais aucun diplôme, que j'avais jamais entraîné, je les avais sauvés en journée de la fin, en faisant une très bonne fin de championnat. Je les avais encore sauvés, et à l'époque c'était pas le Nice d'aujourd'hui, c'était le Nice comme Brest aujourd'hui, c'était Nice qui avait le 15e budget, parce qu'aujourd'hui nous à Brest on reste le 14e ou 15e budget, quoi. Donc voilà, c'était plutôt bien. Après c'est vrai que j'avais pas le diplôme, donc en France voilà, il fallait se mettre un peu à jour, ça prend du temps, et quand le temps est passé, les gens vous oublient, donc c'est un peu mon regret. Mais c'est vrai que alors j'ai pas perdu 10 ans parce que j'ai passé quelques années à vos côtés, donc quelque part, et aux côtés d'autres. Mais bon, en tous les cas, c'est vrai que c'est un petit peu dommage, parce que c'est vrai que moi j'avais vraiment cette envie d'être dans un groupe, de créer du lien avec mes joueurs, d'essayer de construire quelque chose. Et c'est ce que j'ai essayé de faire à Brest, quoi. Et du coup, c'est pour ça que tu as choisi de rester à Brest aussi, parce que c'est eux qui t'ont donné l'opportunité, c'est eux qui ont cru en toi. Alors il y a eu ça certainement déjà quand j'ai fait ma première prolongation après l'opération maintien. Pour moi, on m'avait déjà contacté à ce moment-là, il était impossible pour moi de
partir au bout de 6 mois alors que c'est des gens qui m'avaient tendu la main quelque part, et que si Greg Lorenzi m'appelle pas, je pense qu'il y a personne qui m'aurait jamais appelé, et qu'aujourd'hui peut-être que je serais encore à travailler à vos côtés ou ailleurs, mais bon. Donc il y avait de ça. On aurait réfléchi à te prolonger. Et là, alors après, avec tout ce qui s'est passé, il est évident que voilà, il y a bien sûr ce côté un petit peu affectif, mais après, bon, la réalité en fait, c'est que je travaille dans des bonnes conditions, je sais comment je travaille, avec qui je travaille, avec des gens qui m'ont fait confiance et avec des gens en qui j'ai confiance également, tu vois. Ils me mentent pas et ils me disent pas voilà, je sais qu'on n'aura pas beaucoup de moyens encore cette année et tout ça, mais c'est pas très grave. Ce qui est important pour moi, c'est aussi la manière dont tu te sens au quotidien, avec un staff que je connaissais pas quand je suis arrivé, mais avec qui ça a matché tout de suite. Donc voilà, tout ça fait que à un moment donné, tu te poses vraiment des questions, parce que il y en a, et j'ai lu parce que forcément on lit, il re-signe à Brest parce qu'il a rien d'autre. Mais en fait, je re-signe à Brest 2 jours avant la fin du championnat. Si je veux avoir quelque chose, j'attends 3 jours de plus. Parce que tu vois, que tu sais que tous les postes vont se libérer entre ceux qui veulent partir, ceux qui vont... Bien dans le micro, Eric. Mais là, tu parles, Eric, tu parles de cette fin de saison-là. Ouais. Oui, parce que cette fin de saison-là, moi, je t'avoue que je me suis dit, et je crois qu'on en avait parlé une fois d'ailleurs, je dis... Autant il y a 2 ans et demi, 3 ans, personne ne te proposait rien, il n'y avait pas grand chose et tout, mais là après ce que tu as fait, je me dis, le téléphone il va peut-être sonner quand même. Non, mais le téléphone il a sonné, alors pas directement mais indirectement. Oui. Parce que des clubs. Peut-être qu'il aurait été, après tout, il n'aurait pas été. Enfin, genre, je sais pas si à Brest on aurait pris ça comme un acte de trahison si on avait accepté une belle proposition. Mais je pense que les gens l'auraient compris, mais en même temps, si tu veux, je voulais pas. Je voulais discuter avec mon club, et si je me mettais d'accord, parce qu'après c'est toujours pareil. Je voulais pas attendre pour éventuellement avoir quelque chose de mieux, et tu vois, je voulais, si jamais te mettais d'accord, eh ben écoutez, je continue l'aventure avec vous, et puis voilà, si je m'étais pas mis d'accord, il est évident qu'on aurait attendu peut-être d'autres propositions. La Ligue 2, enfin le barrage, pardon, on fait un point sur le match entre Metz et Reims, le match aller, Patrick. Eh bien, on en est quasiment au quart d'heure de jeu, 0-0 toujours. Mais ça s'anime avec une première mèche allumée par Jesse Deminguet à l'instant, le milieu de terrain du FC Metz, sur un second ballon après un corner. Cette superbe frappe enroulée qui est passée juste à côté des buts de Diouf. Et pour l'instant, domination plutôt messine, avec des Rémois qui essayent d'exister notamment en contre. On sait que forcément ils sont atteints avec ce scénario dont on a parlé, celui de la dernière journée de Ligue 1, cette projection évidemment avec cette finale de Coupe de France dans 3 jours. Le calendrier est démentiel, hein. La Coupe de France, la finale face au PSG dans 3 jours, le barrage retour dans 8, et forcément il faut faire des choix, et on sent bien que la priorité des priorités, c'est déjà d'obtenir un bon résultat ici sur le terrain des Messins, qui sont en train de prendre confiance, de s'enhardir un petit peu et de mettre du danger sur la défense rémoise. 0-0 toujours entre Metz et le Stade de Reims dans ce barrage aller, après un petit peu moins de 16 minutes de jeu ici à Saint-Symphorien. Je rappelle qu'il y a quelques légendes de Metz qui sont dans les tribunes. On avait Joël Muller. Je ne sais pas si Casten Deutsch, l'ami de Daniel, est là. Mais voilà. Peut-être Carlo Molinari. Je ne l'ai pas vu, mais c'est probable. Casten Deutsch, oui. Maintenant qu'il est plus comment ça s'appelle, à l'UNFP. À l'UNFP, voilà. Oui. Moi, j'ai aucun problème avec Sylvain Casten Deutsch, qui est un type très très gentil. Bon, Eric Roy avec nous, les gars, profitons de la présence d'Eric. On parlait tout à l'heure de Mercato, mais et tu disais c'est plutôt calme à Brest, et ce sera effectivement calme à cette intersaison, où il y a peut-être quelques joueurs qui vont être courtisés aussi. Magnetti, par exemple, Camara. Enfin, ouais, il y a du monde au milieu, par exemple, j'ai vu, qui a impressionné cette saison. Nico Williams serait peut-être sur le marché. De Bruyne est en fin de contrat. Malheureusement, oui, c'est des Kevin gens De Brez qui peuvent faire rêver, mais qui ne sont pas effectivement pour nous. Mais on peut, c'est ce que j'apprécie aussi, c'est parce que par exemple pour me faire re-signer, le club m'a pas vendu le fait qu'on allait dépenser des sommes qu'ils n'avaient pas. Le budget est passé dans la prolongation d'Eric. Non, malheureusement non plus. Mais en tous les cas, voilà, on sait qu'on fera comme on a toujours fait et comme le club a toujours fait, et notamment avec le talent et le professionnalisme de Greg Lorenzi, pour essayer de trouver les meilleures solutions et reconstruire un effectif, parce qu'aujourd'hui j'ai 10 joueurs en fin de contrat, entre les 6 prêts et les 4 joueurs qui sont réellement en fin de contrat. Ah oui, là on parle d'une vraie reconstruction. Oui. Si tu as genre 5-6 joueurs qui partent. L'année dernière c'est pareil. Donc chaque année c'est un peu pareil, parce que c'est un club, comme il n'a pas énormément de moyens, fait appel beaucoup à des prêts. Donc quand tu fais des joueurs en prêt, souvent ils sont dans des clubs
où ils n'ont pas d'exposition et ils ont besoin, mais c'est souvent des grands clubs. Donc déjà, s'ils te mettent des options d'achat à 8-10 millions, comme souvent, par exemple comme Koulibaly qui appartenait à Dortmund, qui est venu chez nous cette année, bah, c'est des options que tu mets même pas parce que tu sais que tu ne pourras pas les lever. Donc, donc tu essaies de tirer le maximum du joueur qui est chez toi en essayant de l'intégrer le plus possible dans un projet. Ce qui n'est pas facile parce que plus tu arrives vers la fin du championnat, ces joueurs-là aussi, tu sais que tu ne les auras pas l'année prochaine. Qu'est-ce qu'ils vont faire également? Donc, c'est jamais simple dans la gestion. Mais après, voilà, c'est notre club qui est comme ça. Et aujourd'hui, on essaie d'optimiser un petit peu, en tous les cas, cette. Tu confirmes que tu cherches un gardien? Marco, c'est ça. Moi, depuis que je suis arrivé, chaque année, à 3-4 journées de la fin, il me dit l'année prochaine, comptez pas sur moi, coach, je m'en vais. Bon, mais à chaque fois, il est là à la reprise. C'est parce qu'il n'a pas de proposition ou finalement Greg Lorenzi parvient à le convaincre de rester? Je pense qu'il y a un peu des deux, parce qu'à un moment donné, Greg, il ne voulait pas laisser partir non plus pour pain beurre, donc il faut à un moment donné quelqu'un vienne y mettre de l'argent, parce que ça reste un gardien qui a été même l'année dernière publicité quand même dans les meilleurs gardiens de la Ligue 1. Donc c'est un garçon fiable. Pour un entraîneur, c'est toujours important. Et il a encore 2 ans de contrat, Marco, chez nous, donc là, cette année, il m'a dit, je vous dis plus que je suis pas là l'année prochaine parce qu'à chaque fois je vous dis ça et ça se passe pas. Donc c'est peut-être là qu'il va se barrer du coup. Donc je sais pas effectivement, mais en tous les cas, je pense que Greg va gérer ce dossier-là. S'il doit partir, il faudra trouver un remplaçant. Eric, c'est quoi ta part de, excuse-moi Kevin, ta part de travail avec Grégo Lorenzi sur un intersaison? Est-ce que tu es très regardant sur ce qui va se passer? Est-ce que c'est toi qui apportes les profils que tu as envie de cibler ou tu arrives en deuxième lame? J'assiste, si tu veux, à des réunions quand il fait venir nos recruteurs qui ne sont pas à Brest même, qui sont dans différentes régions de France. Donc il fait quelques réunions. Quand ils font des réunions, il me dit si je veux passer, je passe. Donc je passe quelques heures avec eux. On discute un petit peu des profils. Mais moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est mon métier d'entraîneur et d'essayer de faire progresser les joueurs qu'on me met et qu'on me donne. Et le travail de Greg, lui, effectivement, c'est en échange avec moi, parce que si on dit tiens, on cherche un défenseur central, c'est quoi le profil? C'est un garçon qui va vite, c'est un garçon qui monte de la tête, c'est un garçon que bon. Et on sait que malheureusement, chez nous, on ne peut pas avoir des garçons qui ont toutes les qualités. Donc à un moment donné, tu définis effectivement des profils et puis après, lui, il te propose des choses. Donc moi, ça m'arrive de regarder, quand il me dit tiens, regarde tel ou tel joueur. Mais après, je veux vraiment lui fait son travail et moi je fais le mien, quoi. Et lui, il n'interfère pas non plus dans mon travail. Donc moi, je suis pas là à lui dire. Mais après, mais c'est important qu'un coach, quand on va lui donner des joueurs, faut quand même que le coach. Oui. Et je vais donner un exemple. Simounier s'en va l'année dernière, qui était un joueur important pour nous par rapport à la manière dont on jouait et tout ça. Quand Steve nous dit je préfère aller à Augsbourg parce qu'il y a plus d'argent et puis on peut comprendre à un certain âge et tout ça. Je lui dis tout de suite, il faut prendre un Jorque. Mais Greg, c'était aussi son idée. Donc, si tu veux, on se rejoint. Et là, donc, on a fait l'effort sur Ludo, parce que Ludo était dans un club allemand. On sait que les clubs allemands payent plus aussi. Mayence, en l'occurrence. Voilà. Et centre préféré de Gilbert, hein, tu sais. Hein, ouais, c'était notre cigogne. Je sais pas, mais il connaît le football, quoi. Et donc, voilà, Ludo était déjà. C'était déjà un joueur que je voulais quand j'étais à Nice, après à Lens, et que on n'avait jamais pu travailler ensemble. Et puis cette année, je pense que le club a fait l'effort sur lui, notamment sur le transfert, et puis après sur le reste. Mais il a bien rendu quand même. Effectivement, il a fait une très très bonne saison. En parlant de Ludo Ajorc, on a parlé du match contre Marseille. C'est sorti une petite anecdote disant qu'il avait dit à Rongier qu'il ne savait pas qu'ils allaient jouer à 4. C'est vrai ou vous ne saviez pas qu'ils allaient jouer à 4 contre eux? Ouais. Marseille, effectivement, nous, c'est la première fois qu'ils jouent à 4 de la saison. Donc, à part 4 défenseurs. Alors, à part si tu as un espion dans le vestiaire de l'OM, c'est difficile de savoir. Mais il n'y a pas d'espion du coup. Mais quand la compo sort, on peut le deviner, quoi. Quand la compo sort. Quand la compo sort, on sait qu'ils vont jouer à 4. Mais c'est vrai que la préparation du match, nous, on l'a fait comme ils ont toujours joué, c'est-à-dire avec 3 défenseurs centraux, 2 pistons. Donc, du coup, Rome, ça a marché alors. Mais après, Rome, ça a certainement marché, peut-être pour je sais pas, le lien entre les joueurs, les choses comme ça. Mais après, ils ne nous ont pas battus parce qu'ils ont joué à 4. À un moment donné, je demande à mes joueurs aussi d'être capables de lire le match. Et nous, de toute façon, l'heure qui se déroule dans le vestiaire où on a la composition d'équipe, on leur a dit ils vont jouer à 4. Donc voilà, on s'est préparé en conséquence.
Et voilà. Mais tu bon, fais des adaptations quand c'est comme ça? Dans leur clip set, tu changes 2-3 choses dans le discours, dans le positionnement des attaquants. Sur le début de match, ça n'avait pas l'air de vous déranger. Non, mais pour vous, mais pas du tout. Mais de toute façon, tu as une manière de préparer l'équipe qu'elle joue quand tu as un système à 3, à 5, à 4. Je veux dire, donc, et on a plein d'équipes qui jouent à 4 dans le championnat. Il y en a plein encore plus qui jouent à 5 ou à 3, comme on veut. Donc les joueurs, ils ont l'habitude aussi. Et nous, notre système, il reste souvent à peu près identique, même si des fois on change un peu. On joue soit en couplet avec une pointe haute, ou soit une pointe basse et 2 plus haut. Donc on change pas grand-chose. Mais après, les joueurs, ils savent comment s'adapter par rapport aux différentes situations. Et c'est ce que je leur demande, de développer ça aussi, parce que je trouve que c'est très très important de pouvoir développer un peu son QI football, quoi. On continue les discussions dans quelques instants, après un point sur Metz-Reims, barrage aller, Patrick. 23 minutes et toujours 0-0, ça tend un tout petit peu à s'équilibrer depuis quelques instants parce que les Rémois ont peut-être un petit peu plus de finesse technique face à l'Envie Messine, et ce corner qui va être frappé par Thia pour le Stade de Reims, pas très bien d'ailleurs, au premier poteau. Attention à cette tête piégeuse de la part de Patrick, et pas de risque pris par Papsi, le portier du FC Metz, du haut de ses 2,06 m, qui va tranquillement mettre ce ballon en corner avec une petite claquette. 24 minutes quasiment et 0-0 entre Metz et Reims. On reparlera de Reims qui jouera la finale de la Coupe de France ce week-end. Oui, Thomas, match de football pour le moment. Oui, non, ça démarre doucement, on va dire. Pas... Tiens, on a Julien au 32-16 qui est supporter brestois, les gars, et qui écoute attentivement son coach. Julien, bonsoir. Bonsoir équipe, bonsoir coach. Julien, attention, tu n'auras qu'une cartouche, une question. Laquelle veux-tu poser à Eric Roy? Qu'est-ce qui nous est... Alors, tout d'abord, félicitations pour cette saison. Franchement, vous nous avez donné que du bonheur, et puis finir sur une place entre la première et la 10e, c'était, on pouvait pas demander plus. Donc, de la part, en tout cas, de beaucoup de supporters que je connais aussi, bravo et merci pour cette saison. Désolé Julien, ton temps est terminé. Et ensuite, qu'est-ce qui vous a fait rester, qu'est-ce qui vous a convaincu de rester chez nous? Je crois que quand on se sent bien quelque part, quand on se sent apprécié aussi, c'est toujours important. C'est vrai que vous, les supporters, vous m'avez rendu et donné beaucoup de choses aussi, hein, beaucoup d'amour, des tifos, des chansons, des choses comme ça. Donc c'est vrai que quelque part, voilà, pourquoi aller chercher ailleurs, parce que quand on se sent bien quelque part. Donc il y a ça. Alors après, oui, bien sûr que on va le cacher, on va pas le cacher. On peut gagner plus d'argent ailleurs qu'à Brest. Hein. Ça c'est évident. Ouais, le coût de la vie est un peu plus bas à Brest. Mais après, comme c'est pas forcément mon moteur, aujourd'hui, c'est vrai que j'ai eu des propositions pour aller dans des destinations un peu plus exotiques où effectivement l'argent est un petit peu le moteur de ce genre de choix sportifs. Mais aujourd'hui, c'est pas ce que je souhaite. Et c'est vrai que si je peux vivre d'aussi belles saisons que les 2 dernières à Brest, ça serait quand même fantastique. Mais en tous les cas, il est évident que ça peut être plus compliqué, et on verra effectivement si on est capable de pouvoir continuer à évoluer et à être compétitif dans cette Ligue 1, puisqu'on n'aura plus que ça l'année prochaine. Bon, perdons pas de temps. Tu as une dernière question sur Brest à poser à Eric. Je regardais évidemment le Metz-Reims, et le calendrier démentiel des Rémois m'a fait... je sais qu'on en a parlé récemment. Et au vu de l'affiche de la finale de la Coupe de France, je disais, moi contre Reims en finale de la Coupe de France et contre le PSG où j'ai 0 chance, je mets équipe B parce que le maintien c'est hyper important. Et ça m'a fait penser à un débat qu'on a eu fin février autour de ton équipe, quand tu as fait tourner dans le fameux match où vous avez pris une raclée au parc. Et moi je disais, mais qu'est-ce que vous lui reprochez d'avoir fait tourner? Et là j'ai entendu des théories ultra fumeuses, comme quoi faire ce que tu as fait, c'était pas un respect pour la Ligue des Champions, tes joueurs allaient être complètement oui, puisque c'était un match de Ligue des Champions, marqués par ce résultat et allaient se casser la gueule en championnat. Mais des débats surréalistes à ce moment-là, alors que moi j'avais compris ta décision. Qu'est-ce que tu voulais faire de toute façon après déjà, le match aller? On a déjà perdu 3-0. Vous avez pris combien? 3. Et tu voulais faire quoi? Mettre ton équipe type après 3 jours d'un match de championnat? Il y en a qui pensaient peut-être qu'on allait gagner 4-0 match retour, je sais pas. 5-1. Mais en quoi c'était la honte que tu mettes une équipe B sur ce match? Alors je vais te dire stratégiquement ce que je voulais quand même, parce que il est évident que 3 jours après on avait un match à Strasbourg qui était important pour notre fin de saison. D'ailleurs qu'on aurait dû peut-être gagner, parce qu'à la fin on fait 0-0, on fait un très bon match, vraiment solide. Derrière la raclée de 7-0, tu vois, pour te dire que les joueurs n'étaient pas si marqués que ça. Et que notamment dans les dernières minutes, on aurait pu même l'emporter là-bas. Mais bon, c'est vrai qu'en plus,
je peux pas dire en plus que j'ai fait l'impasse. Pourquoi ? Parce que j'ai mis quand même une équipe pour démarrer, avec la volonté quelque part peut-être d'être peut-être 0-0 à la mi-temps ou d'avoir dû marquer un but, tu vois, un truc un peu voilà, et que dans la deuxième partie du match, tu pouvais faire entrer vraiment des joueurs de force vive, tu vois, des choses comme ça qui peut-être à un moment donné, si le match tournait d'une manière ou d'une autre. Dans un coin de ta tête, il y avait l'exploit quand même. Non, mais parce que tu sais jamais ce qui peut se passer dans un match. Oui. Dans les 5 premières minutes, Marquinhos, il empêche un mec de partir au but, il se fait expulser. Bon, tu sais pas ce qui peut se passer dans un match. Tout est possible. Il faut toujours y penser. Donc à un moment donné, je peux pas dire. Mais après, il est évident, c'est les joueurs qui ont été marqués, parce que quand tu faut pas oublier qu'on a tiré 5 fois sur les poteaux dans la double confrontation contre le PSG. 5 fois sur les poteaux, si vous regardez les matchs, entre l'aller et le retour. Et au retour, la première occasion, c'est nous qui l'avons. Et c'est Marquinhos qui la sauve sur la ligne. C'est sur une frappe de Pereira à l'âge. Bon. Mais après, quand tu perds 2-0 à la mi-temps, tu en as déjà 5 sur les 2 confrontations. Les joueurs, forcément, ils rentrent au deuxième mi-temps, ils sont un peu découragés. Et tu prends 7 buts parce qu'en fait, il y a une espèce d'abandon qui est un peu malheureusement psychologique. Quoi, tu vois, je veux te dire, voilà. Marquer 5 buts en mi-temps, vous l'avez jamais fait en plus. Non, et puis après, en plus, il y a la qualité aussi d'adversaire. Tu dis que tu leur laisses un peu d'espace, que toi, tu essaies d'attaquer parce que tu te découvres. Enfin, voilà, tu perds un peu l'équilibre. Bon, voilà. Bref, c'était un débat que j'avais trouvé un petit peu inutile. Mais après, ce qui est intéressant, c'est qu'en football... Est-ce qu'il est toujours inutile, du coup, Daniel ? Non, la réponse d'Eric est intéressante. Ça va, alors. D'ailleurs, tu viens de parler du Paris Saint-Germain. Tu as été de ceux qui très vite dans la saison ont dit que tu pensais qu'ils allaient avoir ou qu'ils avaient une meilleure équipe. C'est vrai que nous, on a souvent ce débat-là, forcément. Mais ce qu'ils ont fait, après, bien sûr, le départ d'Mbappé, même si on sait tous qu'une individualité, c'est bien, mais le collectif, c'est quand même mieux. Mais on est d'accord quand même que toi qui as joué du coup 4 fois contre eux cette saison. Je pense que c'est l'équipe qui a le plus joué contre le PSG cette saison, de toutes les équipes, effectivement. Mais c'est énorme, quoi. Et c'est vrai que j'avais dit, moi, dès le mois de septembre, quand on a fait notre premier match contre eux, le match aller au parc, j'avais dit dès le mois de septembre parce que j'avais senti qu'il y avait vraiment un autre esprit, quoi. Et cette capacité, dès que tu récupères le ballon, de ne pas pouvoir enchaîner parce que tu es tout de suite asphyxié, parce qu'à un moment donné, tu as un vrai collectif qui joue, tous les uns pour les autres, et à l'unisson. Et ça, c'est la vraie réussite de Luis Enrique. Donc c'est vrai que j'avais senti très tôt. Tu sers ça pour tes joueurs ? Tu dis, regardez, il y a une équipe, regardez ce que c'est, des joueurs qui font 11 joueurs qui jouent ensemble, parce que, mine de rien, les tiens aussi, ils sont dans cet état d'esprit-là. Bien sûr, mais quand on, par exemple, était allé jouer à Barcelone aussi, ce qui était marquant, si tu veux, c'était le pressing que pouvaient faire et Rafinha et Lewandowski dans les courses, dans les intensités de course défensive, quoi, tu vois. C'est-à-dire que mes joueurs, ils n'avaient jamais vu des attaquants arriver aussi vite au pressing sur eux, sur des courses de 30-40 mètres et tout ça, qui te laissent pas t'organiser. Et l'ouverture du score pour le FC Metz, l'ouverture du score après ce corner frappé côté gauche, ça revient de la droite et il me semble que c'est le capitaine Mathieu Hudol d'une tête plongeante, oui c'est ça, qui vient mettre le ballon sur la droite du but, gardé par Diouf. Et l'ouverture du score des Messins dans ce match dans lequel on s'était un petit peu ennuyé, disons-le, mais voilà, qui vient un petit peu de s'enflammer, et Mathieu Hudol qui réveille les 27 000 spectateurs du Stade Saint-Symphorien. Ça fait 1-0 pour les Messins à 8 minutes de la pause. Ah, tout de suite. Alors, on va parler de la finale de l'Europa League dans quelques secondes. 2 petites questions pour finir. Parce que avant le match face au PSG, tu as fait faire une causerie à Denis Charvet. Ouais. Et est-ce que ça, c'est pas la plus grosse erreur de ta saison ? Certainement. Certainement. Alors, bon, c'était pas du tout prévu. Hein. C'est vrai que j'ai rencontré Denis à l'hôtel. C'est sa salle de gym là-bas, à l'hôtel Molitor. Donc, c'est vrai que je le croise. J'ai dit, on est en bas, si tu veux, on va justement faire un réveil musculaire, si tu veux voir les gars. Parce que bon, il était aussi un peu dithyrambique, comme souvent, quand tu croises des gars qui te disent, putain, ton équipe quand même, c'est sympa et tout. Je dis, viens les voir, viens les saluer. Donc, il n'a pas fait un grand discours, mais bon, il était là et il nous a dit, il leur a dit. Il a juste un allez les gars. Il n'a pas fait je te donne un maillot, je te donne une passion, je te donne. Il a dit moi je suis un supporter du PSG, je peux pas le cacher, mais sincèrement ce soir j'aimerais quand même que voilà vous perdiez pas, même si que vous ne nous éliminiez pas, mais que vous fassiez un bon résultat parce que vous le méritez et tout ça. Donc belle causerie. Voilà, c'était marrant, mais voilà, mais c'est vrai que du coup, ça nous permet surtout de saluer Denis qu'on adore, qui est dans le Moscato Show. Denis malheureusement ça n'a pas eu son impact quoi. Bon, t'auras tenté. Et puis deuxième question, vu que les coachs votent pour les trophées UNFP de meilleur entraîneur, est-ce que tu as voté Rosenior ? J'ai voté, bon, je peux le dire, Luis Enrique, Rosenior et Bruno Genesio. Bon. Beau trio. Pas des Zerbi donc ? Pas de Zerbi, non, parce que je sais pas, la saison. Alors, c'est toujours paradoxal. Alors, on dit, ouais, mais c'est la Ligue 1.
C'est la Ligue 1, alors donc c'est la saison, c'est la Ligue 1. Donc si c'est que la Ligue 1, donc tu votes, je sais pas, enfin. Mais si c'est la Ligue 1, si c'est que la Ligue 1, Rosenior, ce qu'il fait avec cette équipe, le mec il arrive, on le connaît pas, il prend une équipe avec des mecs qu'il connaît pas. Ce qu'il fait, c'est assez extraordinaire. Ça peut ressembler à ce que toi t'as fait l'année dernière. C'est pour ça que j'ai parlé de lui. À la différence quand même que Strasbourg aujourd'hui, c'est 140 millions d'investissements sur les 2 dernières années sur les transferts. Sur des jeunes joueurs qui sont des joueurs de qualité. Mais à l'entraîneur, on le connaît pas, il arrive. Oui, non, mais c'est pour ça que j'ai trouvé que c'était très bien aussi par rapport à ça. Et c'est vrai qu'en plus, De Zerbi a eu aussi la malchance certainement. Il t'a mis que 9 buts, c'est vrai que c'est pas suffisant cette saison. Non, mais il a eu la malchance malheureusement au moment où tu votais, ils étaient dans le trou. Ils avaient perdu les points d'avance qu'ils avaient, ils étaient dans une mauvaise période, ils perdent contre Strasbourg chez eux, ils perdent contre... Donc vous votez assez tôt quand même, trop tôt sans doute. Chez eux, mais c'est trop tôt, après tu peux pas... Il y a la défaite à Lens, il y a la défaite au Vélodrome contre Lens aussi dans cette période. Il y a Lens, il y a Strasbourg, il y a plusieurs défaites au Vélodrome. Donc voilà, et puis est-ce que c'est un exploit de finir deuxième avec l'Olympique de Marseille? Je sais pas, après c'est une vraie question quoi. Bon. Avec cette défense-là, c'est pas mal quand même. Alors dans ces cas-là, pardon, mais c'est pas un exploit pour le PSG de terminer champion avec le pharaonique. On n'a jamais dit que c'est un exploit de Paris qui finit champion. Tu peux pas dire que c'est un exploit non plus, et c'est normal que le Paris Saint-Germain soit. Mais moi, c'est vrai que c'est une saison, et c'est l'évolution aussi du PSG qui m'a plu. Non, mais que ça se soit séduisant, voilà. D'accord, mais bon. Maintenant, et après Bruno, je reconnais aussi que tu bats. Et moi, c'est pour ça que c'est la saison, c'est pas que la Ligue 1. Tu vas à Real Madrid, tu vas gagner à l'Atlético Madrid, je vais dire, tu fais quand même des choses assez... Tu as le droit de voter pour toi-même? Non, tu peux pas. Parce que pour toi, la Ligue des Champions a rentré en compte dans ton vote, parce qu'en finale, Genesio rate la qualif en Ligue des Champions sur la fin de saison. Est-ce que ça aurait changé ton vote? Peut-être, mais comme tu votes pas à la fin de la saison. C'est à quel moment le vote? C'est à quel moment? Bon, faut qu'on s'arrête. C'est un mois avant la fin du championnat. C'est quand même bizarre.